Alors, éminents membres du jury, mesdames et messieurs les avocats et procureurs en herbe, mon très cher public. Quel plaisir de se retrouver pour la première fois en présentiel en cette belle, quoique froide, après-midi de début d'année, malgré un virus et ses très nombreux variants qui ragent dehors. J'espère parler pour tout le monde pour dire que c'est nettement plus agréable de se retrouver, pour certains, en chair et en os, pour organiser ce concours. À vrai dire, parler devant un ordinateur n'est pas forcément le meilleur scénario possible. Alors, la Covid aura eu décidément raison de tout ces 2 dernières années, sauf de nous, audience, organisateurs, jury et participants au très prestigieux concours Horace Mooting Competition, qui est un concours de plaidoirie interuniversitaire et bilingue. Alors, même si maintenant, you all know the drill, laissez-moi évoquer en quelques mots Horace, ce fameux concours dont vous n'avez de cesse d'entendre sur nos réseaux sociaux ces derniers mois. Horace, Horace Mooting Competition, c'est un concours qui a été créé en 2020 et organisé par l'association du double diplôme Essex France en partenariat avec l'association des juristes Queen Mary Sorbonne et appuyé par l'aide de la très prestigieuse association des juristes franco-britanniques. C'est un concours de plaidoirie entre différents doubles diplômes et bilicences de droit français common law et si vous voulez mon avis, les Nanterrois sont les meilleurs sur le marché, mais bon, passons. Pour revenir au concours, il est designé en 2 rounds et subdivisé en 3 parcours. On a un premier parcours qui est réservé au L1, un deuxième parcours qui est réservé au L2 et un troisième parcours qui est réservé au L3 et L1. Donc le round interne auquel vous vous apprêtez d'assister est en droit français sur un sujet de droit pénal et le but, c'est de sélectionner 2 représentants, des représentants nanterrois qui s'envoleront pour la demi-finale du 19 février 2022. Alors ici, petit warning, le terme s'envoler était ici une expression. En réalité, ils vont juste prendre le métro parisien pour aller dans un lieu que nous garderons secret pour le moment. Alors la demi-finale sera de même en droit pénal pour les L3 et M1 et regroupera toutes les universités participant au concours ayant aussi été préalablement sélectionnées. Quant à la finale, elle se déroulera en droit anglais et fonctionnera sur le modèle d'une mooting competition, un concours de plaidoirie à la mode anglaise, si vous préférez, et les étudiants s'affronteront sur des sujets de tort law. Alors revenons à l'épreuve d'aujourd'hui. Un sujet, ma foi, extravagant, disons, a été transmis aux étudiants 1 mois avant le round. Il mettait en scène un certain Néron colère, fervent masculiniste, et mettant feu à des affiches, selon ces termes féministo-terroristes, dans une poubelle placée sur une imprimante. Sans que vienne à l'esprit de Néron, sans que cela vienne à son esprit, Néron a quitté les lieux, laissant le pauvre Jambon, agent de sécurité, s'occuper d'une imprimante qui était à présent en feu. Alors, afin de se débattre des femmes, Monsieur Jambon utilisa un extincteur conducteur d'eau, ce qui causa l'explosion de l'imprimante. Et comme vous pouvez le deviner, mon très cher public, eh bien, l'explosion causa des dégâts terribles. Les victimes étant un amphithéâtre en feu, un agent de sécurité blessé avec une ITT de plus de 8 jours et surtout un mouton criblé de verre. Je vous sens, après ce résumé, mon très cher public, un petit peu fébrile. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez dans quelques minutes assister au procès sous vos yeux ébahis. Alors, souvenez-vous, les règles sont simples. Les participants ont 7 minutes pour défendre leur position ou leur client, et le temps est compté. À 1 minute de la fin, il y aura un coup de gavel. À 30 secondes de la fin, il y aura 2 coups de gavel. Et quand les 7 minutes seront terminées, le gavel ne cessera de taper afin que le candidat arrête de parler. Alors, très cher public, bien sûr, vous avez votre part à jouer dans tout cela, vos applaudissements, plus que bienveillants et sont les bienvenus. Et les participants, quant à eux, débattront sans état d'âme afin de convaincre notre exigeant jury. Alors, en parlant de jury, que serait un concours sans un panel qui ne serait pas à la hauteur de l'enjeu? Vous allez vous en rendre compte soon enough, ils possèdent des CV plus impressionnants les uns que les autres. Je me fais une joie de les présenter.
Alors, laissez-moi tout d'abord évoquer en quelques mots notre premier membre du jury. Professeur de droit pénal et de notre chère université, mais aussi membre du Centre de droit pénal et de criminologie de Paris-Nanterre. Merci d'accueillir Madame la professeure Audrey Larsonville. Place maintenant au deuxième membre, notre honorable jury. Au gradé, il décide de passer l'ENM afin de devenir magistrat du Paris. Il a été coordinateur de la formation régionale de l'ENM et il exerce depuis 5 ans les fonctions de premier vice-procureur du tribunal judiciaire de Bobigny. Merci d'applaudir Monsieur Didier Allain. Notre troisième membre du jury occupe un autre métier du droit que M. Didier Allain, représentant du ministère public, a souvent dû rencontrer de l'autre côté de la barre. Avocat auprès du barreau de Paris pendant plus de 13 ans, il a décidé de changer de carrière afin de passer de l'agrégation, de devenir prof de droit, de professeur de droit, derrière le public de notre chère et tendre université. Actuellement professeur de droit privé et de sciences criminelles à Nanterre, il cumule aussi les fonctions de directeur de l'IEJ de Nanterre et du Centre d'études juridiques européennes et comparées. Merci d'accueillir Monsieur le professeur Philippe Guez. Place maintenant aux joutes oratoires. Il me semble avoir tout dit, quoique may the best win. Et souvenez-vous, il n'en restera que 2 et la sentence est irrévocable. J'appelle maintenant à la barre Monsieur Kéren Lam, en sa qualité d'avocat général pour défendre les intérêts de la société, et Madame Alia Bernard, en sa qualité d'avocat de la défense pour défendre les intérêts de Monsieur Néron Colère. Madame la juge, messieurs les juges, nous sommes ici aujourd'hui pour que justice soit faite dans l'affaire Néron Colère. Il ne s'agit pas d'une simple affaire de vandalisme militant, mais bien d'une atteinte à l'ordre public, au bien et à l'intégrité de la personne humaine. On reproche au prévenu dans ce dossier, M. Néron Colère, membre d'un groupuscule masculiniste, d'avoir déclenché le vendredi 3 décembre un incendie dans les locaux de l'université Paris-Nanterre, dont il fait partie, pour des motivations politiques en ayant arraché, rassemblé et brûlé des affiches caricaturales à proximité d'un objet inflammable. Par la même occasion, M. Néron Colère a porté atteinte à la santé de l'agent de sécurité Jean Bon, qui était présent et qui a été blessé des suites de l'incendie, entraînant une incapacité totale de travail de 5 mois. Suite à l'information judiciaire, le parquet qualifie donc ici les faits en destruction volontaire du bien d'autrui, une infraction définie à l'article 322-1 du Code pénal, et en blessure involontaire avec une incapacité totale de travail de plus de 3 mois, infraction définie par l'article 222-19 du Code pénal. Cette double qualification des faits pour un seul acte matériel est justifiée par l'arrêt Ben Haddadi, dans l'arrêt de la Cour de cassation de la Chambre criminelle du 3 mars 1960. En effet, les deux valeurs sociales protégées par ces infractions sont différentes, sont à la fois la propriété privée d'un côté et la vie humaine de l'autre. La justice pénale en France obéit au principe fondamental de la légalité. Aussi, pour qu'une infraction soit caractérisée, il nous faut établir 3 éléments. L'élément légal, l'élément intentionnel et l'élément matériel. L'élément légal, lui, est vérifié par la présence des articles mentionnés précédemment dans le Code pénal. Commençons tout d'abord par l'infraction de destruction volontaire du bien d'autrui, rappelée à l'article 322-1 du Code pénal. Cette infraction est une infraction de commission simple et instantanée. L'élément matériel d'une telle infraction est donc un acte unique. Pour que cet élément matériel puisse être réprimé, il faut observer la consommation de l'infraction. Dans notre cas, M. Colère a suivi toutes les étapes de l'iter criminis. Pensée délictuelle, résolution délictuelle, acte préparatoire, commencement et exécution de l'infraction. L'élément matériel est caractérisé dès lors que celui-ci déclenche l'incendie. Pour ce qui est de l'élément intentionnel, étudions la présence d'un dol général. M. Colère était clairement conscient que l'acte même de mettre feu à des affiches dans une poubelle dans les locaux de l'université Paris-Nanterre est interdit. C'est une notion de bon sens, certes, mais c'est également un acte qui est interdit par la loi et par le règlement intérieur de l'université, dont le prévenu fait partie et qu'il a donc signé, rappelons-le. M. Colère était également conscient des dégâts que pouvait provoquer son action. En effet, selon ses propres dires, il s'est étonné de la température de l'élément auquel il a mis feu, et de plus, il a pensé à prendre des mesures préventives, certes, mais toutefois insuffisantes, pour contenir son acte. Mettre le feu à un objet, quel qu'il soit, à l'intérieur d'un bâtiment occupé, met en danger les occupants de ce bâtiment. Pour ce qui est de sa volonté, on peut se référer au message que le prévenu a inscrit sur l'élément auquel il a mis feu. Nous reviendrons bientôt pour vous finir. Celui-ci traduit de manière totalement transparente les intentions du prévenu de faire passer un message en détruisant des affiches caricaturales dans un bien d'université. De plus, le prévenu n'a aucunement cherché à arrêter son acte une fois celui-ci entamé, en dépit de ses propres constatations, témoignant une nouvelle fois de sa détermination.
Ces deux éléments suffisent pour caractériser un dol général et donc l'élément intentionnel de l'infraction. Tous les éléments constitutifs de l'infraction définis à l'article 322-1 du Code pénal sont donc établis. On peut de plus retenir les circonstances aggravantes prévues par l'article 322-2 du Code pénal, l'université remplissant une mission de service public. Pour ce qui est de la qualification de l'infraction en tant que blessure involontaire ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois, l'acte unique est identique, c'est un prérequis pour une double qualification. Les éléments matériels et moraux de l'infraction de blessure involontaire, pour qu'ils soient constitués, il faut qu'il y ait une faute du prévenu, au sens de l'article 121-3 du Code pénal, et un lien de causalité avec l'incapacité de travail de la victime. Comme établi lors de la caractérisation de l'infraction de destruction volontaire du bien d'autrui, le fait de mettre feu à la poubelle dans l'enceinte de l'université sur un objet inflammable qui plus est une faute. Et le prévenu a manqué à ses obligations de sûreté en, premièrement, mettant feu à un objet, deuxièmement, plaçant cet objet proche d'un objet inflammable, et troisièmement, en manquant de s'assurer que le feu était éteint lorsqu'il est parti. À cette faute vient donc s'ajouter le lien de causalité certain entre l'action de M. Colère et les blessures subies par M. Bon. M. Bon a été blessé à la suite de l'utilisation, dans le cas de ses fonctions, d'un extincteur sur une imprimante incendiée par le prévenu. Il n'y a pas eu d'autre intervention entre l'acte du prévenu et le résultat sur la victime. L'incendie est une condition sine qua non de l'ITT, de l'agent de sécurité, et suffit donc à établir un lien de causalité certain, ce qui permet de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction de blessure involontaire entraînant une ITT de plus de 3 mois. La défense de M. Colère reposera sûrement sur une critique de ce lien de causalité, en argumentant que c'est l'utilisation de l'extincteur qui est la cause des blessures de la victime. Mais je me dois de remarquer préventivement que si M. Bon n'avait pas agi tout de suite pour contenir le feu, il aurait manqué à ses obligations vis-à-vis des étudiants de l'université, au sens de l'article 121-3 du Code pénal. La réaction de l'agent de sécurité est donc justifiée et prévisible. De plus, contrairement à ce que la défense pourrait avancer, M. Colère n'a pas fait preuve de repentir actif, la seule raison de son retour étant une réalisation du caractère ironique des affiches qu'il a brûlées. La justice pénale en France a pour rôle principal la protection des valeurs sociales. Dans cette affaire, nous sommes confrontés à un homme qui, sous le coup de l'énervement, s'est apporté atteinte à des biens publics, au bon fonctionnement d'un service public et à l'intégrité physique d'un agent de sécurité. Pourquoi faire? Pour apprendre une leçon à un mouvement auquel le prévenu n'adhère pas. La défense va essayer de minimiser le rôle du prévenu dans les événements du 3 décembre en invoquant des circonstances atténuantes et en accablant un agent de sécurité qui ne faisait que son métier et essayer de réparer les actes du prévenu. Ne vous y trompez pas. M. Colère est responsable de l'incendie ayant détruit une partie de l'université et est responsable de la mise en danger de la vie d'autrui des personnes s'y trouvent. Dans un pays qui fait encore le deuil des attentats de Charlie Hebdo, dans lequel 12 personnes ont trouvé la mort pour avoir publié des caricatures polémiques, le ministère public ne peut pas laisser impunie une nouvelle atteinte à la vie humaine sur fond de désaccords militants et de désaccords politiques. Les faits sont certes moins graves que dans l'exemple précédemment cité, mais les motivations et les valeurs sociétales attaquées sont identiques. Le ministère public entend donc requérir une peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans de sursis et 3 ans de suivi socio-judiciaire, ainsi qu'une interdiction de port d'armes autorisée pour une durée de 3 ans, comme le permet l'article 322-15 du Code pénal. Cette peine d'emprisonnement, ainsi que ce suivi socio-judiciaire, devrait permettre la prévention de la récidive, tout en permettant une éventuelle réinsertion dans la société une fois la peine purgée. Merci. Madame Bernard, c'est à vous. Madame, messieurs les jurés, nous avons eu un rappel des faits de monsieur le procureur. Alors, mon client, il est vrai, a été choqué par la violence d'affiches qu'il a vues dans son université en sortant d'une plaidoirie qui disait « Abat les hommes ». En gros, il a vu ces affiches partout dans cette université. Alors, dans un élan certes d'énervement, il les a toutes déchirées, mises dans la poubelle et a mis le feu à la poubelle, il est vrai. Il y a juste une chose, il y a un manque d'intention. Monsieur a mis le feu à la poubelle. Il a mis un couvercle sur cette poubelle. Il a déposé ensuite cette poubelle, certes, sur l'imprimante. Et il est parti. Lorsqu'il a vu et qu'il a vu son ami et qu'il a discuté avec lui et que cet ami lui a dit que ces affiches étaient en réalité parodiques et qu'elles n'étaient pas faites par ce groupe féministe, mais bien par ce jeune homme qui voulait démontrer que le féminisme était dangereux. Dès qu'il a remarqué cela, il est directement revenu à l'université et a essayé d'éteindre le feu qu'il avait mis. Alors certes, quand il est arrivé beaucoup trop tard, parce que M. Bon avait déjà utilisé l'extincteur
ce qui a provoqué une explosion et qui a détruit des fenêtres et qui a fait grandir encore plus le feu. Donc, monsieur le procureur a caractérisé l'infraction de destruction volontaire et de blessure involontaire. Aujourd'hui, mon client plaide coupable pour une destruction involontaire. Parce que, comme il l'a bien rappelé, il y a 3 éléments dans une infraction pour la caractériser. Il y a l'élément matériel, l'élément légal et l'élément intentionnel. L'élément matériel et l'élément légal peuvent être caractérisés. Mais il y a un problème pour l'élément moral. À aucun moment, mon client a voulu qu'il y ait autant de conséquences. On parle aussi de dol dépassé ou de dol préter intentionnel. C'est-à-dire qu'une personne va commettre une infraction, certes, mais ne va jamais pouvoir imaginer qu'il y aura des conséquences aussi graves. C'est ce qu'il s'est passé ici. Mon client a certes mis le feu à une petite poubelle où il y avait quelques morceaux de papier dedans. À aucun moment, il n'aurait pu imaginer qu'un feu aussi grand se propagerait et exploserait des fenêtres. Donc, vous pouvez vous dire, monsieur le procureur nous a dit qu'il avait l'intention de faire autant de destruction, il y avait une intention de prendre comme cible un établissement public, donc l'université. Si réellement mon client avait voulu prendre pour cible son université, il n'aurait peut-être pas pu faire autrement que uniquement mettre le feu à une poubelle avec quelques allumettes. Il avait des allumettes à sa disposition. Il aurait pu mettre le feu à l'imprimante, mettre le feu à un amphi qui est fait de bois, donc ça brûle. Il aurait pu faire plein d'autres choses. Mais pourtant, il a juste mis le feu à cette poubelle où se trouvaient les papiers qu'il voulait détruire. Donc ici, l'élément moral manque à cette infraction. Il faut aussi parler de l'erreur de monsieur Bon, de l'agent de sécurité. Alors, monsieur Bon est un agent de sécurité. Leur rôle est de garder son calme dans des situations extrêmes et de répondre à divers incidents. Le problème ici, c'est que monsieur Bon a utilisé un extincteur qui n'était pas fait pour la situation. Alors certes, oui, il a répondu à un danger imminent, mais il n'y avait personne en danger de mort, il n'y avait personne autour de cette imprimante, il y avait juste le feu à un objet inanimé. Alors, monsieur le procureur nous dit que monsieur Bon aurait manqué à ses obligations s'il n'avait pas utilisé l'extincteur. Et on peut se poser la question. En réalité, l'acte qu'il a fait plus de dégâts qu'aurait été s'il n'avait rien fait, qu'il avait utilisé une autre solution. Pardon. Alors, je ne connais pas assez le métier d'agent de sécurité pour savoir ce qu'il aurait pu faire à sa place. Mais utiliser un extincteur qui n'était pas le bon dans cette situation a tout de même mis le feu à un amphithéâtre. Ensuite, mon client, il faut tout de même dire. Mon client est un jeune homme, c'est un jeune homme de 20 ans qui commence ses études de droit. Il a été extrêmement choqué par la nature violente des images, des affiches qu'il a vues dans l'université. Donc il a répondu un petit peu comme une jeune personne pourrait répondre. Il les a déchirées, il les a mises dans une poubelle, certes. Mais c'est tout de même quelqu'un qui n'a jamais fait de vague avant. Il a un casier vierge, il n'a jamais eu de problème avec l'université. Il a même eu l'intention de se repentir de ses actions en allant chercher une bouteille d'eau pour essayer d'éteindre le feu. La raison pour laquelle mon client a brûlé ses papiers et les a détruits, c'est pour éviter que d'autres personnes soient soumises à la violence qu'il a vue dans ses affiches. Vous vous rendez compte, en tant qu'homme, il a vu les mots « abat les hommes » écrits en gros, ce qui peut être extrêmement choquant, sur énormément d'affiches partout dans un amphithéâtre. C'est donc pour cela qu'il a fait ces actes. La peine demandée par le procureur est de 3 ans, dont 2 ans de sursis, et 3 ans de suivi socio-judiciaire. Donc cela signifie qu'il passerait 1 an en prison. Monsieur a 20 ans, 1 an en prison est une chose qui, je pense, le changerait pour toute sa vie. Je ne suis pas sûre qu'en sortant de prison au bout d'1 an, ce soit un homme meilleur. Et je pense qu'au contraire, cela risque d'avoir plus de conséquences négatives que positives. La peine que je demande ici
ce serait des travaux d'intérêt général, comme défini à l'article 131-12 du Code pénal, d'une durée que je laisse le jury définir. Mon client vous assure qu'une peine de travaux d'intérêt général serait suffisante pour ne plus le faire recommencer, car il se repentit de ses actes. Monsieur Lam, souhaitez-vous répliquer? Oui, quelques mots par rapport à la déclaration de l'avocat de la défense. Madame l'avocat de la défense précise qu'il est revenu, mais qu'il n'a pas pu utiliser l'extincteur parce que l'agent de sécurité l'a déjà utilisé, donc que son client voulait utiliser l'extincteur. Pourtant, c'est ce qu'elle reproche à l'agent de sécurité 5 minutes plus tard. De plus, elle précise que s'il avait voulu faire plus de dégâts, il aurait pu très bien mettre le feu à l'amphithéâtre. Ce n'est pas ce qui est en question ici. Ce qui est en question ici, c'est que l'imprimante est un bien de l'université, que monsieur Colère n'a pas respecté ses obligations de sûreté, car il a apporté un danger proche d'un objet inflammable. De plus, son casier vierge et son jeune âge expliquent la peine légère que requiert le parquet, considérant que l'infraction peut être punie de 3 ans d'emprisonnement, voire 5 ans, vu qu'il s'agit d'une université. Madame Bernard, souhaitez-vous répliquer? Oui. Alors, monsieur le procureur dit que j'aurais dit que mon client aurait souhaité utiliser l'extincteur. Ce n'est pas quelque chose que j'ai dit. En effet, mon client aurait voulu arriver et peut-être éteindre le feu parce qu'il pensait qu'il s'était uniquement propagé à la poubelle. La destination de la destruction n'était pas pour la poubelle, comme je l'ai dit. S'il voulait détruire l'imprimante, s'il voulait mettre feu à l'imprimante, il l'aurait fait. Lui-même, il n'aurait pas mis juste une poubelle au-dessus. Merci. J'appelle maintenant Madame Barthaud pour les intérêts de la société et Madame Louise Bredzacani pour les intérêts de Monsieur Colère. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les assesseurs, comme l'a dit notre cher Président sur Twitter, c'est aux universités d'éclairer le monde. Elles sont effectivement un lieu de débat, d'échange et d'apprentissage qu'il est absolument primordial de protéger. Or, Néron Colère, étudiant à l'université de Nanterre, avait une attente grave à la liberté d'expression qui est si chère aux universités. Pour vous rappeler brièvement les faits, Néron Colère, suite à une défaite lors d'une joute oratoire, a causé un grave incendie dans le bâtiment de la présidence de Nanterre, causant 1,2 million d'euros de dégâts, blessant Jambon, agent de sécurité, et tuant un mouton. Étudiant masculiniste engagé, Colère a arraché des affiches portant le slogan « Abat les hommes », qu'il identifiait comme étant féministo-terroristes. Il les a ensuite placés dans une poubelle, y a mis feu et a posé la poubelle sur l'imprimante afin d'empêcher la production de nouvelles affiches. Il est alors sorti du bâtiment après avoir placé un couvercle sur la poubelle pour que les flammes s'étouffent et après avoir mis un mot de menace sur la poubelle qui était « Nous reviendrons pour nous finir ». Une fois qu'il part du bâtiment, Jambon, agent de sécurité, trouve l'imprimante en flammes, se munit d'un extincteur et tente d'éteindre le feu. Malheureusement, il oublie de débrancher l'imprimante. L'imprimante explose alors, le propulsant à terre et faisant exploser les vitres du bâtiment. Cette atteinte à la liberté d'expression est inadmissible et les dégâts gargantuesques causés sont évidemment intolérables. C'est pourquoi il faut les punir. En droit, l'article 322-6 punit la destruction d'un bien appartenant à autrui par un incendie ou tout autre moyen créant un danger pour autrui par 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Une jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 24 juin 1998 précise d'ailleurs que l'élément intentionnel de cette infraction est caractérisé par la seule création de l'incendie. Il n'est pas nécessaire de prouver que Néron Colère avait l'intention de blesser Jambon. Sa seule intention de créer l'incendie suffit. Ainsi, si nous récapitulons, Néron a enflammé les affiches placées dans la poubelle. Il avait parfaitement connaissance de l'interdiction de son acte et a voulu réaliser l'acte en toute connaissance de cause. Son mot de menace, nous reviendrons pour finir, montre d'ailleurs bien son intention de nuire et de détruire. La menace de commettre
un crime ou un délit contre les personnes est par ailleurs, elle aussi, punie par le Code pénal à l'article 222-17. Cela rajoute évidemment à la gravité de son acte et montre bien son intention. Même si Néron n'avait pas envisagé les conséquences de son acte, il avait d'ailleurs remis le couvercle sur la poubelle afin que les flammes s'étouffent, il est évident que démarrer un incendie est un acte très grave et qui peut engendrer des conséquences évidemment très dangereuses. De plus, je souhaite ajouter que les circonstances de ces événements n'excusent rien. La colère de colère et sa défaite cuisante à sa joute oratoire ne lui permettent pas de commettre de tels actes, sinon nous pourrions tous évidemment justifier nos actions par nos émotions. De plus, le repentir actif de Néron, c'est-à-dire le fait qu'il soit rentré à nouveau dans les bâtiments de l'université pour chercher de l'eau et pour éteindre l'incendie, sont indifférents ici à la qualification pénale. L'infraction est donc bien qualifiée puisqu'il avait l'intention de la commettre. C'était une infraction réprimée par la loi. Cela peut mener à une diminution de sa sanction, mais en l'espèce, je ne pense pas que la sanction devrait être diminuée puisqu'il s'est repenti seulement car il s'est rendu compte de son erreur et que c'était un acte en psychose. S'il ne s'en était pas aperçu, il aurait laissé l'incendie se propager. De plus, Jambon, l'agent de sécurité, a été gravement blessé par l'incendie. Propulsé à terre et brûlé, il a subi un ITT de plus de 3 mois. L'article 222-19 punit le fait de causer à autrui une ITT de plus de 3 mois par 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. En plus des blessures physiques que Jambon a endurées, il a aussi été certainement traumatisé par ces événements et il lui sera difficile de revenir travailler. Ces infractions d'une gravité sans pareille nécessitent évidemment une sanction appropriée. C'est pour cela que je demande, afin de punir ces actes, 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans de sursis simple, et 3 ans de suivi socio-judiciaire. Pour prononcer cette peine, il faut prendre en compte évidemment plusieurs éléments. Le fait que Néron Colère avait un casier judiciaire vierge, c'est un jeune étudiant. Mais il faut aussi rappeler la gravité de cette atteinte à la société et l'atteinte à la liberté d'expression qui est si chère donc, aux universités, comme je l'ai déjà dit. C'est pourquoi la peine mixte me paraît adéquate. Plus précisément, le suivi socio-judiciaire, qui est encadré par les articles 131-36-1 et suivants du Code pénal, oblige le condamné à se soumettre à des mesures de surveillance et d'assistance sous le contrôle du juge de l'application des peines. Ainsi, cela permettra à Néron Colère de non seulement ne pas récidiver, mais va favoriser sa réinsertion dans la société, ce qui est important étant donné son jeune âge. Ainsi, l'emprisonnement, le sursis et le suivi socio-judiciaire doivent non seulement punir des actes très graves de Néron Colère, mais aussi empêcher la récidive, afin qu'un autre Jambon, et par extension de la société, ne soit pas à leur tour touché. Mesdames, Messieurs les jurés, je m'adresse à vous aujourd'hui afin de défendre les intérêts de mon client, M. Néron Colère, qui risque une peine d'emprisonnement de 3 ans à la suite de ce procès. Néron Colère est un étudiant au sein de l'Université Paris-Nanterre qui fait face à des accusations d'avoir commis une attaque supposément préméditée envers la présidence de son université ainsi qu'envers M. Bon, agent de sécurité dans ce même établissement. Mon client est ici placé devant de graves accusations qui pourraient avoir des conséquences sur son avenir et sur sa personne. Suite à l'incident où M. Bon a été blessé, des rumeurs se sont répandues à l'encontre de M. Bon, de M. Colère, qui aurait soi-disant voulu commettre un crime à l'encontre de l'université et de sa présidence, ainsi qu'une tentative de meurtre à l'encontre de M. Bon. Mesdames, Messieurs, si vous me le permettez, j'aimerais vous présenter les faits et détailler les actes de M. Colère afin de démontrer qu'elle ne représente pas un crime punissable de cette envergure. J'aimerais vous présenter une analyse des actions de M. Colère afin de vous démontrer son innocence ou du moins de souligner la démesure de la sanction qu'il encourt. M. Colère est masculiniste. Être masculiniste signifie approuver la défense des droits des hommes, de leur indépendance et de leurs valeurs. Il s'agit là, mesdames, messieurs, de la liberté de penser de mon client. Ses convictions relèvent d'une opinion personnelle, certes je vous l'accorde parfaitement archaïque, mais qui en aucun cas ne l'incrimine d'emblée de tendance pyromane. Les valeurs que défend mon client expliquent d'elles-mêmes son erreur d'interprétation quand on message des affiches qu'il s'est senti obligé de décoller.
Il pensait défendre sa cause masculiniste, ce faisant, il n'a fait que la desservir de sa méprise. Son acte de révolte ne représente pas une attaque envers la présidence ou envers l'agent de sécurité présent au moment des faits, mais bien contre ce mouvement auquel il est opposé. Au sein de notre chère République, M. Colère était tout à fait en droit de protester contre les affiches placardées à travers son université, un lieu ici où chaque étudiant devrait se sentir accepté. Placarder des affiches pour le soutien particulier d'un mouvement est tout à fait raisonnable, mais mon client était également tout en droit de se sentir personnellement attaqué du fait de ses valeurs. En vertu de l'article 121.3 du Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. L'alinéa 2 de ce même article dispose qu'il y a délit lorsque la loi le prévoit, en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Une infraction comporte 3 éléments constitutifs, un élément légal, un élément matériel et un élément moral. L'infraction commise par M. Colère comporte un élément légal prévu à l'article 322.6, où la destruction, la détérioration d'un bien appartenant à autrui est faite par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes. L'élément matériel qui prévoit que le comportement de l'auteur a conduit au résultat actuel n'est pas admis du fait que c'est en voulant éteindre l'incendie que M. Bon a entraîné la propagation du feu. L'élément moral, c'est-à-dire l'intention de commettre le crime, n'est pas non plus admis ici, du fait que mon client n'a pas agi avec l'intention de mettre en danger la vie d'autrui ou de mettre le feu à l'amphithéâtre. Son unique intention réside dans la destruction volontaire des affiches, afin d'exprimer sa colère contre le mouvement qu'il pensait responsable. Maintenant, arracher des bouts de papier placardés sur des murs relève-t-il d'un crime? Non. Taper dans le distributeur lorsque votre paquet de chips se trouve coincé relève-t-il d'un crime? Non. Eh bien ici, mon client n'était pas dans l'illégalité en effectuant ce qu'il a effectué. Il me paraît d'autant plus logique que si mon client avait délibérément voulu mettre le feu au bâtiment et commettre une attaque à l'encontre de la présidence de l'université, la poubelle aurait été une idée peu convaincante. Autant lancer directement une allumette dans l'amphithéâtre, n'est-ce pas? Pour ce qui relève des conséquences de l'incident sur M. Bon, les accusations sont ici d'autant plus absurdes du fait que son absence dans le hall de l'université est la raison pour laquelle mon client a eu cette possibilité de s'attaquer aux affiches et de les détruire. Pour qu'il y ait une tentative de meurtre, nous devons concevoir que l'absence de la potentielle victime représente un certain obstacle. M. Bon fut blessé par son propre acte lorsque celui-ci a tenté d'éteindre les flammes. Mon client n'a pas commis de mise en danger délibérée, n'ayant pas voulu exposer qui que ce soit aux flammes, cela en refermant le couvercle de la poubelle. M. Colère n'a pas délibérément voulu blesser M. Bon, ni causer de tort à l'université et à sa présidence. Il souhaitait simplement exprimer son opposition et sa colère. En voulant étouffer les flammes et en se précipitant sur les lieux une fois l'acte accompli, il nous montre bien sa volonté à préserver le lieu et son personnel. Un vrai criminel ne retourne pas sur la scène de son crime pour vérifier que la victime est bien morte. Autrement, elle signe elle-même son arrestation. La bêtise, je vous l'accorde, nécessaire à un accident de cette envergure, ne souligne-t-elle cependant pas l'absence de malveillance chez mon client? En effet, au vu des conséquences accidentelles de son geste et de la maladresse de celui-ci, il semble évident que son seul crime réside dans une gaucherie doublée d'incompétence. Il me semble pertinent également de souligner ici que l'énergie précieuse de la présidence de l'université mériterait d'être investie dans les causes où elle est plus que nécessaire. Mon client, à la différence de l'empereur, dont il porte le nom, n'a tout de même pas mis le feu à Rome. Je vous invite donc à considérer cette prétendue malveillance comme la simple méprise qu'elle représente et à réviser votre accusation en conséquence en abandonnant les accusations contre lui. Merci. Pour ce qui est de la liberté de pensée de M. Colère, je voudrais aussi évidemment souligner la liberté de pensée des personnes qui ont placardé ces affiches. Se sentir attaqué ne justifie évidemment pas d'allumer un incendie. Pour ce qui est de l'élément matériel, celui-ci est constaté dès le début du feu. Comme il a été répété précédemment, l'iter criminis était parfaitement constitué. Peu importe qu'il ait voulu mettre feu à tout le bâtiment, ou seulement à l'imprimante, ou seulement à la poubelle. Il a démarré un feu et a dégradé la propriété d'autrui. Et puis sinon, comme vous connaissez tous l'adage, qui vole un œuf vole un bœuf. Peu importe ce que l'on entend vraiment brûler finalement. L'intention aussi était bien présente. Il l'a répété plusieurs fois, a collé un mot de menace, a dit « cela leur apprendra ». Il voulait réellement ici dégrader les lieux. Donc je voudrais préciser ça. Merci. Madame Badbatani, la procureure a énoncé que l'intention était présente d'avoir voulu dégrader par le mot que M. Colère avait laissé. Cependant, l'intention n'a pas été de dégrader le bâtiment ou porter atteinte à la sécurité de l'agent de sécurité, mais seulement à faire peur et à mettre une menace
qui n'était absolument pas d'avoir des conséquences aussi fortes que l'incendie complet de l'amphithéâtre et les blessures de M. Blanc. Merci. Le monstre que l'on croit l'exception est la règle. Aller au fond de l'histoire, Néron est un pluriel, nous disait Victor Hugo. Et quel pluriel? Je doute que celui-ci parlait du prénom. Et pourtant, ne nous trouvons pas devant un Néron qui partage bien plus que son nom avec ce funeste empereur. Toutefois, je ne souhaite pas qualifier M. Colère de monstre, tout du moins pas encore. L'empereur Néron chantait au milieu des flammes, M. Colère n'en fit rien. Peut-être peut-on y voir une preuve d'humanité. À bas les hommes. C'est en effet ce que l'on pouvait lire sur les affiches placardées dans l'enceinte de l'université de Nanterre lors de cette funeste nuit du 3 décembre. Il y a de quoi être fâché, je pense qu'on peut tous en convenir. Nos pères, nos frères, nos fils ainsi humiliés. Quelle abjecte pensée. Ainsi, pensez bien que ce soir, Monsieur le Président, si vous décidez de relaxer Monsieur Colère, je serai prise d'une telle rage qu'à la première affiche qui me dérange, prenons celle de Monsieur Zemmour par exemple, celle-ci sera bien rapidement jetée, brûlée, et cela pour montrer mon mécontentement. N'est-ce pas ce que tout être sain ferait? Entendez bien que ces plaisanteries ont pour but de faire comprendre à Monsieur Colère la disproportion totale des actes à cause desquels il se trouve devant nous aujourd'hui. Comprenez-vous que ces actes établissent clairement et indubitablement des infractions? En effet, Monsieur Colère, vous êtes aujourd'hui poursuivi pour destruction volontaire par incendie ainsi que blessure involontaire. Alors, nullum crimen sine lege. Cet adage est bien connu et compris comme il n'y a pas de crime sans loi. Ainsi, nous parlons de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, et cette infraction est réprimée par le Code pénal aux articles 322-6 et 322-8. La loi existe donc bel et bien, la peine aussi. Ainsi, ce soir-là, M. Colère, enragé, a arraché des affiches qu'il pensait féministes, les a jetées à la poubelle et a simplement mis le feu à cette dernière. Pourquoi pas, hein? Toutefois, cette poubelle appartenait à l'université de Nanterre. Et bien que j'en vois déjà certains hausser les épaules et se dire « ce n'est qu'une poubelle », eh bien celle-ci est caractérisable comme le bien d'autrui. Ce bien a été détruit par M. Colère. Pas seulement détruit, mais incendié. La destruction d'un bien d'autrui par incendie est alors indéniable. Mais celle-ci était-elle volontaire? Alors je vois déjà mon adversaire venir vous expliquant que pour qu'un délit soit caractérisé, il faut prouver l'intention de l'auteur. Là-dessus, Maître Chamouton, nous nous entendons. Peut-être complétera-t-il sa pensée en vous expliquant que l'imprimante ou la propagation de l'incendie à notre bien-aimé amphithéâtre, dans lequel nous sommes beaucoup ici à en avoir des pensées bien chaleureuses, peut-être cela n'était pas voulu. Dans lequel, pardon, la destruction serait alors involontaire, n'est-ce pas? Une fois encore, j'y concède. Toutefois, je ne peux laisser dire que l'incendie de la poubelle était involontaire. Monsieur Colère voulait montrer son mécontentement et ce feu de poubelle en était l'expression. Une expression violente, démesurée et qui plus est, une expression de haine. Je le dis, oui, monsieur Colère se dit fièrement masculiniste et bien d'accord. Défendez votre cause, personne ne vous en empêche, si ce n'est votre propre fermeture d'esprit. Mais monsieur, vous qui avez participé à ce prestigieux concours qu'est Horace, exprimez-vous, criez-le sur les toits. Je trouve regrettable qu'un étudiant avec un si brillant avenir se retrouve aujourd'hui devant nous, car les mots lui manquaient. Maître Chamouton vous parlera peut-être finalement de la honte que M. Colère a ressentie face à ses actes. Peut-être même essaiera-t-il de faire passer cette honte pour des regrets, voire des remords. En effet, M. Colère a voulu revenir sur les lieux du crime, si l'on veut être vulgaire, accompagné d'une bouteille d'eau pour éteindre le feu. Mais nous sommes loin de pouvoir considérer cela comme des remords. On pourrait penser que cela s'arrête là. Eh bien non. Le délit de blessure involontaire est défini à l'article 222-19 du Code pénal, lorsqu'il y a une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois. J'ai dit plutôt qu'il n'y a pas d'infraction sans intention. Mais nous le savons tous, il y a des exceptions à toute règle, et cette exception se trouve à l'article 121.3 du Code pénal. Celui-ci prévoit qu'il peut y avoir délit en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Il est également dit que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont commis une faute caractérisée et qui exposait à autrui un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Je sais que tout ça est compliqué, mais revenons-en aux faits. Alors que monsieur
essayer de se sauver, comme vous l'avez établi dans l'exposé des faits. La poubelle que le prévenu a posée sur l'imprimante a évidemment fondu. L'imprimante a pris feu et entre en scène un homme bon, et c'est le cas de le dire, Jean, agent de sécurité. Celui-ci a alors essayé d'éteindre les flammes et il a fait une erreur. Monsieur Bon a utilisé un extincteur, ce qui a entraîné l'explosion de l'imprimante, ce qui a causé de graves brûlures au torse et au bras. L'expert médical a d'ailleurs fixé son incapacité temporaire de travail à 5 mois, soit plus de 3 mois. Je pense évident le fait que M. Colère ne souhaitait pas et n'avait pas réfléchi à de telles conséquences. Toutefois, cela n'empêche pas qu'elle se soit bel et bien déroulée. Et pour ce qui est de la causalité, je pense indéniable le fait que ce sont les actions du prévenu qui ont en définitive causé les blessures de M. Jambon. Et M. Colère ne pouvait qu'être conscient du risque, celui-ci ayant dit avoir été étonné de voir la poubelle déjà réchauffée lorsqu'il a placé celle-ci sur l'imprimante. Alors la défense de M. Colère se fondera sûrement sur l'accès de colère de monsieur, entraînant un manque de discernement évident. Peut-être vous dira-t-elle aussi que malgré tous ces torts, M. Colère a pensé à couvrir la poubelle d'un couvercle dans l'espoir que les femmes le s'éteignent une fois les affiches consumées. Et bien que ce soit des arguments pertinents, il n'en reste pas moins que M. Colère a commis un délit dont il doit répondre. Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir ignorer tout ce que l'on a pu entendre de cette affaire. On parlait d'incendie criminel à l'encontre de la présidence de Nanterre, de tentatives de meurtre, de cruauté animale et bien d'autres. Mais il n'en est rien. Monsieur Colère a fait une erreur, il doit en répondre, mais il n'est en rien un criminel assoiffé de sang. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je vous prie d'entrer en voie de condamnation pour 3 ans de réclusion criminelle avec 2 ans de sursis. Je vous prie également de prononcer une obligation de 3 ans de suivi socio-judiciaire. J'aimerais ajouter une dernière chose, cette fois à l'attention de Monsieur Colère. Cher monsieur, sachez que dès lors qu'on choisit le silence et la violence aux dépens de l'expression et du pacifisme, on a déjà perdu. Personne ne l'a mieux dit que Richard Malka. La liberté de critique des idées, c'est le verrou qui garde en cage le monstre du totalitarisme. En brûlant ces affiches, certes factices, plutôt que de vous exprimer, vous avez fragilisé ce verrou. Vous n'êtes certes pas le premier. Et sachez que si celui-ci cède un jour, dans un monde fait de sourds et de muets, nous n'entendrons plus que les flammes détruisant une fois pour toutes un pilier de la liberté. Merci. Monsieur Chamouton, vous avez 7 minutes. Mesdames et messieurs les jurys et toutes les autres personnes présentes dans cette salle, bonjour. 3 ans. 3 ans, cela peut paraître extrêmement long. J'aimerais que nous revoyions ensemble où nous étions il y a 3 ans. C'était un monde où le Covid n'existait pas, des temps immémoriaux, je vous le concède. 3 ans. Pensons à toutes les personnes que nous avons rencontrées, à tout ce que nous avons accompli, tout ce que nous avons grandi, tout ce que nous avons fait. Si nous sommes réunis ici, c'est parce que la peine requise contre mon client de 3 ans. Madame la procureure ici présente veut arracher de manière injuste à mon client 3 ans de sa vie. Quels sont les faits? Monsieur Néron Colère, comme son nom l'indique, était légèrement en colère suite à une frustrante défaite au concours Horace. Il a alors décidé d'arracher des affiches et de les brûler. Par la suite, il est revenu sur les lieux des faits avec la volonté de les éteindre. Malheureusement, un agent de sécurité de l'Université de Nanterre, M. Jean Bon, et peut-être pas si long que ça en tant qu'agent de sécurité, a alors décidé de tenter d'éteindre l'incendie. Malheureusement, il n'a fait qu'exploser l'imprimante et a causé infligé à lui-même une blessure et a incendié des locaux ainsi qu'un amphithéâtre. 3 ans, ça me semblait extrêmement long. Surtout pour un crime qu'il n'a pas commis. Ce sera la première pire dont je vais parler. Et également, 3 ans, il s'agit de là d'une peine bien trop démesurée pour les actes accomplis. Il vous a été dit que mon client a causé une blessure involontaire et a provoqué un incendie volontaire. Il a été caractérisé de monstre, quelqu'un qui voudrait seulement voir le monde brûler. Il n'en est rien. Comme Madame la procureure l'a précisé, une infraction pénale doit être constituée de 3 éléments. Un élément intentionnel, matériel et légal. Eh bien, pardonnez-moi, mais ici je ne vois pas d'élément intentionnel. Il n'y a... Excusez-moi. Monsieur Collard n'a à aucun moment voulu blesser qui que ce soit, ni causer un incendie volontaire. Excusez-moi. Effectivement, il n'y a pas d'élément intentionnel dans le cas présent.
Le Conseil constitutionnel nous dit dans un arrêt du 16 juin 1999 que seul un élément matériel ne saurait causer une condamnation. Madame la procureure a également cité l'article 1121-3 du Code pénal, mais il semblerait qu'elle ait une version incomplète du Code pénal, ou alors que la page a été arrachée. Et qu'il y a effectivement à faire dans cet article qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Et dans le cadre actuel, dans l'espèce, excusez-moi, il n'y a aucune volonté de mon client de commettre des blessures sur M. Janvier. Et il me semble important de vous demander si vous pensez réellement que M. Colère a voulu blesser qui que ce soit dans cette affaire, ainsi que d'incendier une fac à laquelle il va tous les jours depuis désormais plusieurs années. Pour moi, cela me paraît absolument inconcevable que M. Colère soit condamné d'un crime qu'il n'a pas commis. Cependant, je rejoins la procureure sur un point. Mon client a fauté. Mon client a fauté. La procureure a raison sur ce point. Mais effectivement, toutes ces accusations de violence envers la présidence, comme elle a dit, sont insensées. Mon client a eu, lorsqu'il a commis ces faits, son jugement qui a été perverti par sa frustration. Mais une frustration causée par quoi? Une frustration causée par sa défaite à un concours de plaidoirie prestigieux. Et oui, comme vous avez pu le comprendre, mon client est un élève de l'université de Nanterre, doué, talentueux, participant à des concours de plaidoirie, investi, qui n'a jamais fauté auparavant, son casier est vierge, sous aucune circonstance. Et pourtant, on regarde contre lui 3 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis, ainsi que 3 ans de suivi socio-judiciaire. Mais mon client a fauté, il a conscience, et comme l'a souligné Madame la procureure, il doit être sanctionné pour cela. Mais cette peine est sans aucune commune mesure, par rapport aux faits accomplis. Et loin de moi l'idée de confier à mon client un totem d'immunité face à ses actes, suite au fait que ce soit un élève brillant et investi. Mais cette peine ne me semble absolument pas juste. C'est ainsi que j'en requiers une autre. Je ne souhaite pas que M. Colère aille en prison. Je ne pense pas que cela lui servira ni à lui ni à la société. Je requiers cependant 3 ans de suivi socio-judiciaire afin d'être sûr qu'il ne récidivera pas, même si, donc, j'en suis persuadé. Je requiers également 400 heures de travaux d'intérêt général dans des associations féministes et luttant contre les violences faites aux femmes, afin qu'ils puissent prendre conscience des difficultés que celles-ci peuvent subir, ce qu'il a compris suite à une longue réflexion. Mesdames et messieurs les jurés, vous avez la possibilité de rectifier une erreur commise par mon client. Soyez la justice qui libère, la justice qui sanctionne. Soyez la justice qui répare, soyez la justice juste. Madame Leroy, c'est peut-être compliqué. Vous parlez de 3 ans, maître Chamouton. 3 ans, c'est long, je veux bien y convenir. Seulement, nous demandons qu'un enferme, bien sûr, avec 2 ans de sursis, car nous le prenons bien sûr en compte, le parquet, qu'il avait un casier judiciaire. Monsieur était, avant ça, n'avait pas l'air d'une personne violente, c'était un étudiant, il est jeune. Toutefois, j'estime quand même raisonnable 1 an d'emprisonnement pour une faute aussi grave. Ensuite, vous me dites que les crimes n'ont pas été commis, que l'intention était manquante. Je pense l'avoir déjà donné dans mon réquisitoire, mais bien que l'intention était manquante pour les blessures involontaires, c'est le but involontaire, donc blessure, et que, bien sûr, bien qu'il ne l'ait pas voulu, ce sont ces actes qui ont causé de telles blessures. Et enfin, concernant l'incendie, l'incendie était tout à fait volontaire, certes pas de l'imprimante ou encore de l'amphithéâtre, mais bien de la poubelle, ce qui non seulement justifie que je ne demande que 3 ans.
J'ai à répondre à Madame la procureure, qui a bien affirmé qu'elle requiert donc 1 an de prison face à mon client, car il a brûlé une poubelle. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus. J'appelle à la barre maintenant Madame Brigitte Cohen en sa qualité de procureure et Madame Soujat Koukan en sa qualité d'avocat de la défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les assesseurs, chacun a droit à l'erreur à condition de ne pas abuser de ce droit. En l'espèce, Monsieur Colère, avec son niveau d'études, ses capacités d'analyse et de discernement, n'a pas commis d'erreur, mais a véritablement voulu éliminer toute trace de féminisme, aussi bien au niveau de l'événement de l'affichage que de l'idée même de ce courant. Finalement, la seule erreur que l'on pourrait lui accorder est de ne pas avoir pensé qu'il porterait justement préjudice à un homme, agent de sécurité, et à un mouton, probablement mâle, et certainement pas féministe. Mais l'intention de tuer y était, même si les victimes n'ont pas été les bonnes. S'il y a erreur sur les victimes, on ne peut pas parler d'homicide involontaire, ou encore moins d'accident. Tout commence lorsque M. Colère, étudiant incontestablement antiféministe, aperçoit une affiche qui lui semble terriblement misandre. Il lit les gros caractères, mais ne prend pas la peine de lire l'intégralité de cette affiche. Il s'agit en fait d'une affiche sensibilisant les étudiants et les étudiantes, bien sûr, à la haine anti-masculine. Avouez que pour un étudiant en droit, c'est tout de même une faute grave que de ne pas lire l'intégralité de l'affiche. Sa surréaction et sa haine, causée par son manque de discernement, ne peut pas être une excuse pour une telle erreur. Donc après un coup d'œil d'une brièveté ridicule, il se sent tellement offensé qu'il rentre délibérément dans un enchaînement d'actes atroces. Il arrache toutes les affiches parodiques qu'il peut trouver, il les place dans une poubelle, et il place la poubelle sur l'imprimante qui aurait servi à les imprimer. Imprimer les affiches, puis il met le feu à la poubelle. Ah oui, il couvre la poubelle comme pour s'assurer que son acte est sans gravité. Mais qui, à l'heure actuelle, ne se doute pas qu'un feu dans un bâtiment pourrait entraîner l'irréparable. Après cet acte délibéré, exprimant sa volonté de tuer, il l'exprime encore, et cette fois-ci par écrit. Il inscrit « Nous reviendrons bientôt pour finir » sur la poubelle. C'est une menace directe, aveu d'une intention délibérée. Si le premier acte venait à échouer, il reviendrait pour finir le travail d'élimination des féministes. Nous rappelons que différentes valeurs sociales sont en jeu en l'espèce et doivent absolument être protégées. La vie, l'intégrité corporelle, la propriété, la liberté d'opinion et la liberté d'expression. 3 éléments constitutifs de l'infraction sont dans le code pénal. Tout d'abord l'élément légal, puisque l'infraction n'existe que si elle est prévue par un texte. L'élément matériel, puisque l'infraction doit être consommée. Et enfin l'élément moral, qui désigne une attitude psychologique de l'auteur. Et l'élément moral est d'ailleurs souvent évoqué par la défense comme étant une cause d'irresponsabilité pénale. Par exemple, en cas de trouble mental ou de contrainte exercée sur l'auteur. En l'espèce, aucun de ces cas ne peuvent être retenus. Dans notre cas présent, appliquons ces 3 éléments. L'article 322-5 du Code pénal prévoit qu'en cas de détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui ou par l'effet d'une explosion ou d'un incendie, provoqué par un manquement à une obligation de prudence ou de sûreté ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, mais en plus ayant entraîné une ITT de 8 jours au moins, est puni de 5 ans d'emprisonnement. L'élément légal est totalement rempli puisque ce texte s'applique parfaitement à la situation d'espèce. Concernant l'élément matériel, il est constitué par l'enchaînement des actes délictueux de Néron Colère, notamment du dernier déterminant pour la suite, donc le dépôt de la poubelle sur les imprimantes. Enfin, l'élément moral nécessite une faute intentionnelle, qui est une exigence constitutionnelle depuis 1999. En l'espèce, en aucun cas il s'agit d'une imprudence ou d'une négligence. Il a recherché délibérément le résultat conduisant à l'élimination d'une idéologie féministe par la destruction des affiches. Et ce, du même ordre que les autodafés de livres du Moyen-Âge destinés à censurer une opinion, une culture,
et déniant à leurs auteurs tout droit à une liberté d'opinion et d'expression. Comme son tristement illustre homonyme empereur qui fit incendier Rome pour se venger des premiers chrétiens, M. Colère, très en colère, a provoqué délibérément un incendie pour se venger des féministes. Mais pourrait-on soulever la question de l'indétermination du dol pour atténuer la culpabilité de l'agent? En effet, certains partisans pourraient expliquer que les graves conséquences du comportement de M. Colère ont largement dépassé ses intentions, laissant supposer donc un dol indéterminé. Mais même s'il semble indéterminé, ce dol se ramène forcément au dol déterminé, car la loi considère que l'agent doit accepter les risques de ses actes. Cet argument est donc irrecevable. M. Colère est coupable du fait d'incendie volontaire ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours. La peine prévue par la loi est de 5 ans d'emprisonnement. Compte tenu de ses motivations, de son comportement irresponsable et du déni des opinions plurielles, ainsi que de la liberté d'expression, une mesure de sûreté est requise pour protéger la société. Ainsi, aucune remise de peine ne peut lui être accordée, et la peine imprescriptible de 5 ans doit être assortie d'un suivi socio-judiciaire de 4 ans. En cas d'inobservation de ce suivi, nous demandons la peine maximale d'emprisonnement. Madame Courtant, vous avez 7 minutes. Madame, messieurs les membres du jury, Madame la procureure veut vous faire croire que l'affaire dont nous traitons aujourd'hui s'apparente à un des plus sinistres des incendies de l'histoire de Rome. Elle veut que vous imaginiez mon client comme un héros impitoyable et à forte tendance pyromane, qui d'ailleurs a longtemps été considéré comme l'auteur de cet incendie meurtrier. Nous n'allons cependant pas compter les faits de l'affaire de cet incendie d'une Rome antique, mais bien celle ayant eu lieu sur l'université de Nanterre. Néron Colère aurait enflammé des affiches qu'il pensait originaires de militantes féministes, qu'il a placées dans une poubelle, puis sur une imprimante. Le feu s'est malencontreusement répandu à l'imprimante, ce qui poussa l'agent de sécurité Jambon à utiliser une bonbonne à mousse sur cette dernière, provoquant ainsi son explosion. Il se trouva alors grièvement brûlé, tandis que le feu s'est propagé à l'amphithéâtre. Le juge d'instruction a qualifié ces faits tragiques comme une destruction volontaire de biens par incendie, ainsi que de blessures involontaires avec une ITT de plus de 3 mois. Malgré ce que Madame la procureure essaie tant bien que mal de vous faire croire, cette infraction en l'espèce n'est pas caractérisée. Commençons par le plus évident, c'est-à-dire l'élément légal. En vertu du premier alinéa de l'article 322-6 du Code pénal, la destruction volontaire de biens par incendie est un délit qui consiste en la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui, par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes. Au regard des faits, la destruction de biens par incendie peut être envisagée, soit. L'élément légal est pour sa part bien constitué, mais passons maintenant aux choses sérieuses. En ce qui concerne l'élément matériel, l'infraction, comme définie par l'article 322-6 du Code pénal précédemment cité, se caractérise seulement lorsque les actes de destruction, en raison de leur nature, ont été susceptibles de créer un danger pour les personnes. Laissez-moi vous poser une question. Estimez-vous sincèrement que le fait de brûler des affiches précieusement placées dans une poubelle, que mon client a d'ailleurs pris le soin de refermer, constitue un acte de nature à créer un danger pour les personnes? Bien que par mégarde, je veux bien le croire, M. Bon n'a pas utilisé la bonbonne appropriée en essayant d'éteindre lui-même le feu consumant l'imprimante, alors même qu'il était visiblement inscrit sur celle-ci que son utilisation sur un appareil électrique pouvait provoquer une explosion. Surprise! Celle-ci était ainsi due au mauvais usage de l'extincteur par Jambon, qui a d'ailleurs eu de la chance de ne pas partir en fumée. Son acte est ainsi le véritable élément déclencheur de l'explosion et de ses conséquences. Je constate qu'il est difficile d'admettre sa part de responsabilité dans un événement tragique, surtout lorsque l'on est la victime de sa propre bêtise. Mais cette difficulté de réflexion ne devrait pas entraîner l'emprisonnement injustifié d'un homme innocent. À la lumière de ces faits,
Il est évident que bien que mon client soit responsable d'avoir endommagé une poubelle et une imprimante appartenant à l'université, des dommages en soi peu conséquents au vu des accusations dont il fait l'objet, il n'est en aucun cas le véritable auteur de l'acte ayant créé un danger pour les personnes. Enfin, concernant l'élément moral, laissez-moi poser le décor un instant. Le Code pénal, en vertu de son article 121-3, pose comme principe général qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Plutôt clairement. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment admis dans un arrêt du 22 janvier 2020 que le comportement froid et impassible de l'accusé après le départ du feu, en l'espèce, traduisait sa volonté de mettre directement en danger la vie des personnes et justifiait ainsi sa peine de réclusion criminelle, celui-ci n'ayant pu se méprendre sur les conséquences de son acte. Il faut ainsi que l'auteur de l'acte ait la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. En refermant le couvercle de la poubelle, il me paraît clair que l'intention de mon client n'était pas que le feu qu'elle contenait se répande et provoque des conséquences si funestes. Il s'est empressé de tenter de réparer son erreur de jugement lorsqu'il est allé chercher de l'eau pour remplir sa bouteille, alors qu'il aurait simplement pu espérer que le feu soit contenu dans la poubelle et rentrer chez lui, sans se douter de quoi que ce soit. Alors, j'imagine très bien ce que vous devez penser. À quoi bon essayer d'éteindre un incendie avec une si petite bouteille d'eau? Et à cela, je vous réponds, en ce qui concerne l'élément moral constitutif de cette infraction, c'est l'intention qui compte, pas la taille. Les mots échangés avec Jambon avant l'incident ne traduisent absolument pas d'une volonté de le rôtir, mais simplement d'une cordialité joviale. Ainsi, les accusations dont mon client fait l'objet sont d'un amer ridicule. Tant et si bien qu'en l'absence de 2 éléments constitutifs sur 3 tout de même de cette infraction, celle-ci n'est tout simplement pas caractérisée. Mesdames et messieurs, en toute honnêteté, pensez-vous, à la lumière des précédents éléments, que mon client faisait preuve d'une attitude froide et impassible qui pouvait traduire d'une quelconque volonté de mettre directement en danger la vie de personnes et encore pire, de moutons? Pour mon client, une escapade en prison ainsi que des années de suivi socio-judiciaire ne seraient pas nécessaires, dans la mesure où sa simple présence aujourd'hui à un tribunal correctionnel lui servira, enfin je l'espère, de dissuasion définitive à se laisser aller à de futurs actes scolaires. C'est pour cela que je demande au tribunal de conclure à l'innocence de mon client et de le libérer de toute charge avant de décider de sa relaxe. Merci beaucoup. Madame Cohen, souhaitez-vous répliquer? Allez-y. Donc tout d'abord, la défense essaye de rendre l'agent de sécurité comme responsable de ce qui s'est déroulé. Je souhaite donc préciser que les agents de sécurité ont une obligation générale de sécurité, mais aussi ont plusieurs droits, notamment celui de se retirer en présence d'une situation présentant un danger grave et imminent. En l'espèce, c'était bien le cas. Donc, l'agent de sécurité aurait très bien pu se retirer. De plus, l'agent de sécurité Jambon n'est pas un agent de sécurité incendie. Ces derniers, appelés aussi SIAP, reçoivent une formation obligatoire et à part entière. Jambon n'a donc pas reçu cette formation. Il ne pouvait pas savoir que le type de feu, il ne peut pas connaître le type de feu et l'extincteur qui sert à l'éteindre. En l'espèce, le feu était un feu d'équipement électrique. Vous avez une minute. Madame la procureure essaie de vous faire croire que Jambon, un agent de sécurité tout de même formé, certes peut-être pas à gérer des incendies, ne pouvait pas lire ce qui était inscrit sur la bonbonne à mousse, qui n'était de bon sens, tout simplement pas faite pour être utilisée sur un appareil électrique. S'il y a eu une explosion, c'est bien à cause de son erreur à lui, et pas de l'incendie qui a certes émané de mon client dans une poubelle. Voilà, c'est ce que j'avais. J'appelle à la barre Madame Maya Rakoto Harrison
et en sa qualité de procureur, et Madame Héloïse Domaine en sa qualité d'avocat de la défense. Madame Domaine, vous avez 7 minutes. Vous avez 1 minute. J'appelle à la barre Madame Jana Mossi et Madame Sarah Lemière virtuellement. Madame Mossi, vous avez 7 minutes. Madame, Messieurs, les membres du jury, ce qui était censé être une courte pause de 15 minutes est devenu pour notre agent de sécurité un long arrêt de 5 mois. En effet, une simple pause de travail est devenue une incapacité temporaire de travail. Comment cela est arrivé? Eh bien, à cause de la rage. Oui, mesdames et messieurs, la rage, et pas au sens de la maladie qui s'est répandue au cours du XVIIIe siècle, mais la rage d'un étudiant, comme moi d'ailleurs, qui a perdu lors d'un concours de plaidoirie comme celui-là. Mais attendez, soyons fous, imaginons juste que je perds aujourd'hui, et suite à cette perte, je vois une affiche dans les toilettes avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord. Et je décide de brûler cette affiche. Ça serait ridicule, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Néron Colère a vu des affiches qui décrivaient comme féministo-terroristes qui incitaient à la haine envers les hommes. Sur les affiches, il y avait la tête d'un homme décapité et une femme avec une machette. Il était choqué qu'un tel collectif soit présent dans sa propre université et on peut comprendre ses sentiments. On a tous vu à un point ou à un autre dans nos vies des affiches qui étaient racistes ou homophobes ou même xénophobes avec lesquelles on n'était pas du tout d'accord. Mais pourtant, on n'a pas réagi comme ça. Néron a arraché 50 affiches. Une par une. Savez-vous ce qui a poussé Néron à déchirer 50 affiches une par une à 22h le soir? La rage. Je vous la répète, mesdames et messieurs, la rage. Bon, même si sa réaction peut sembler extrême, on peut quand même lui accorder un peu de crédit. Il a délicatement placé des affiches dans une poubelle. Il a soigneusement mis le feu à ses affiches et en guise de réflexe sécuritaire, il a refermé le couvercle de la poubelle. Il n'a sans doute pas réalisé que la poubelle était en plastique et c'est pas grave, on lui pardonne. Il ne pouvait pas savoir que le feu fait fondre le plastique. Il a donc tranquillement quitté cet immeuble en saluant l'agent de sécurité. On savait très bien que le feu peut faire rage, mais maintenant, on sait aussi que la rage peut faire du feu. Ce comportement est réprimé par l'article 322-6 du Code pénal. Cet article prévoit que la destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Il ne faut pas croire que Néron Colère a agi sans réfléchir. C'est pas par imprudence qu'il a pris son briquet et mis le feu à la poubelle. Il a même pris le temps pour formuler une jolie phrase impressionnante, mais à la limite menaçante, et de l'écrire sur l'imprimante. Non seulement il a fait ça, mais il a aussi mis en danger la vie de l'agent de sécurité, qu'il a pris par contre le temps de saluer par politesse. L'article 222-19 du Code pénal prévoit que le fait de causer à autrui par imprudence une incapacité totale de travail pendant plus que 3 mois est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Le moindre de règles de bon sens
c'est de ne pas mettre le feu à une poubelle en plastique. Et puis, la placer sur une imprimante contenant des produits explosifs. Comme Néron a salué l'agent de sécurité en sortant du bâtiment, il ne peut pas nous dire qu'il ne savait pas qu'il y avait du monde dans le bâtiment. Alors même si Néron n'a pas voulu volontairement porter atteinte à l'agent de sécurité, n'empêche que, par son imprudence, il a créé toutes les circonstances ayant conduit au dommage. Ce qui a commencé par le déchirement d'une affiche a fini par un bâtiment détruit, un homme brûlé, mais surtout la mort de mon mouton préféré à la fac de Nanterre. J'avais même un surnom pour lui. Je l'appelais Cacahuète. Et Cacahuète n'a rien demandé. Cacahuète était innocent. Cacahuète ne voulait que brouter l'herbe. Mais qu'est-ce que je vais dire à ces enfants? Je vous demanderai de sanctionner ces faits d'une peine de 3 ans, dont 2 ans avec sursis, plus suivi socio-judiciaire pendant 3 ans, et puis surtout, je vous demanderai, lorsque vous prendrez votre décision, de ne pas oublier Cacahuète. Merci. Il me semble qu'il est ici nécessaire de requalifier les faits pour ne pas laisser les éminents membres du jury dans l'erreur que vous venez d'apporter. Mon client, dans un état de fatigue assez probant, en sortant d'une plaidoirie épuisante, tombe nez à nez avec une affiche violente illustrant la décapitation d'un homme, appelant à la haine. Je vous rappelle que la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison du sexe est interdite par la loi, ainsi que le dispose celle du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse. Face à un délit de la sorte, déchirer ces affiches, les jeter, n'était pas une réaction disproportionnée. Alors vous me direz qu'il a mal lu, qu'il est évident que l'affiche était fausse. Déjà, on pourrait parler de l'environnement, Nanterre, berceau des luttes féministes, où un jour un excès de ce genre pourrait devenir probable. Mais il est vrai, une parenthèse, en voyant la pièce à conviction numéro 1, j'ai tout de suite compris que c'était une fausse en fait, que c'était une parodie, parce qu'il manquait le traditionnel réunion inclusive en non-mixité. Cependant, il est marqué en minuscule que cette affiche est intentionnellement provocante. Elle n'en reste pas pour le moins offensante. Est-on libre de dire ce que l'on veut au motif que l'intention est de faire réagir? Il me semble que signifier sa volonté d'offenser, de blesser autrui, rend l'acte encore pire. Ce genre d'affiche n'a dans tous les cas rien à faire dans une université. Mon client, de bonne foi, s'est senti offensé et, action louable, a retiré les affiches, les a jetées. Dans un moment d'égarement, il a mis feu au dépotoir, tout en prenant soin de le refermer. Nous avons ici le premier élément contredisant sa culpabilité. L'absence de volonté de commettre un crime, d'allumer un incendie. Pauvre Cacahuète, la responsabilité de son défait impute à Jambon, agent de sécurité, incapable de respecter les consignes, ayant manqué à une obligation de prudence. Ainsi que le dispose l'article 12-121-3 alinéa 4, il n'a pas accompli les diligences normales exigées par sa mission d'agent de sécurité. Sa faute a donc conduit à la propagation du feu, à ses propres blessures, à la dégradation du bâtiment, de cette fresque atroce, mais surtout, au décès de Cacahuète. Le seul lien de causalité probant concerne le feu ayant touché l'imprimante. Je l'admets, Néron aurait pu se douter que l'incendie pouvait la toucher. En revanche, qui aurait imaginé un incendie de cette ampleur, résultant de la seule action de mon client? Impossible, inimaginable. Je vous l'avoue, dégrader le matériel de l'université n'était pas la solution appropriée, mais les conséquences qui en ont suivi étaient non relevantes de sa volonté. Il n'avait pas l'intention de blesser, mais la volonté de défendre ses droits.
Ainsi que le dispose l'alinéa 1 de l'article 12-3 du Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Vous allez tout de suite me répondre qu'une faute caractérisée peut être non intentionnelle. Cependant, c'est uniquement dans le cas où on expose autrui à un risque qui ne peut être ignoré. Je suis désolée, mais ce risque, tuer un ovidé, un agent de sécurité blessé, tout ça à cause d'une poubelle remplie de papier en feu, c'est ignorable. Nous parlons bien d'une poubelle avec du papier en feu. Je vous propose de venir un jour à l'université de Nanterre et de demander aux manifestants un jour de grève, à chaque dépotoir enflammé, s'ils ont envisagé que des circonstances similaires pourraient se dérouler. Évidemment, M. Colère s'est retrouvé collé par la presse. Les journaux ont monté le tout en épingle. Ils l'ont jugé à la fois meurtrier, ils l'ont jugé cruel, ils l'ont jugé pyromane. Il a maintenant l'image d'un criminel. Pourtant, Néron Colère entretient des relations amicales avec l'agent de sécurité. Il a manifesté un choc évident lorsqu'il a vu l'état de ce dernier, ce qui laisse présager qu'il n'avait pas prévu une telle suite. Je demande à la Cour si l'affiche est choquante, si elle est tant étonnante que cela, et surtout si la seule réaction de mon client était suffisante pour blesser M. Bon, pour dégrader à ce point le bâtiment, et surtout pour tuer ce pauvre vidé. De la seule réaction de M. Néron, des circonstances effroyables étaient-elles prévisibles? Éminemment membre du jury, n'oubliez pas que Néron Colère a déjà fait 6 mois de détention provisoire et a, du choc de l'incident, beaucoup appris. Ainsi, un stage de citoyenneté, ainsi qu'un rachat du matériel détérioré doivent être les sanctions envisagées. Laissez-le continuer ses études de droit. L'étude de la justice, surtout à Nanterre, ne peuvent que l'instruire, là où la prison risquerait de le radicaliser. Je vous remercie. Tout d'abord, nous vous remercions de nous avoir demandé de venir parce que c'était très, très agréable et très intéressant comme expérience pour nous de vous écouter. Et chaque année, lorsque j'assiste à des exercices de plaidoirie organisés par différentes associations, je trouve qu'il y a toujours, même parfois, des étudiants de L1 qui ont du talent, en fait, qui ont du potentiel, et c'est extrêmement rassurant. Alors, il fallait en choisir deux. Et plusieurs pouvaient, je pense, prétendre aux 2 premières places. Malgré tout, il n'y en a que 2 qui seront en demi-finale, en demi-finale. Toutefois, nous avons décidé de faire non pas une liste d'attente, mais un classement jusqu'au 4e, en fait, sachant que, il a bien fallu choisir pour que les personnes qui sont 3e et 4e sachent qu'elles ont un bon potentiel et qu'il s'en est peut-être fallu de peu pour qu'elles ne fassent pas partie des 2 premiers, mais voilà, il faut faire un choix. Alors, les candidats retenus, les candidates retenues sont, alors il n'y a pas d'ordre hiérarchique, ce sont les 2 candidates retenues, sont Alice Leroy et Sarah Lemierre. Les candidats qui se trouvaient potentiellement très, très proches sont Sujat de Poucan et Kyrène Lam. Il faut toujours faire un choix. C'est un choix qui est toujours compliqué. Alors, nous avons pris sur nous de donner cette liste, qui n'était pas une liste d'attente, vous verrez, parce qu'avec la Covid, peut-être que l'organisation de votre demi-finale sera compliquée. Voilà, en tout cas, nous vous remercions et nous souhaitons une excellente continuation. D'abord, bravo à tous les participants. Vous avez tous été très talentueux. Et les participants qui n'ont pas été sélectionnés, ne vous inquiétez pas, vous avez été plus qu'à la hauteur de nos attentes, vous avez été excellents. Bravo particulièrement à Alice Leroy et Sarah Lemierre qui vont représenter l'Université de Nanterre lors de la demi-finale d'Horace et qui vont affronter surtout les autres universités.
le 19 février 2022. Donc, pour finir, merci à tous d'être venus, tant en présentiel qu'en virtuel, et d'avoir soutenu nos jeunes talents concourant aujourd'hui. Donc, au nom de l'équipe organisatrice d'Horace, nous remercions particulièrement notre honorable jury d'être venu et pour juger Horace. Et nous remercions bien évidemment tous les participants au concours. Un grand merci tout particulier doit aussi être donné à Maître Borel de Mallet et Madame Le Maneur qui ont conseillé et aidé les participants avant le concours en leur qualité d'avocats et de procureurs. Et merci bien évidemment à nos sponsors pour l'événement qui vont nous suivre every step of the way. Donc le cabinet britannique Reed Smith, spécialisé en droit commercial, et la maison d'édition juridique Lefebvre Dalloz. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne fin de journée. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, horace.2020, et LinkedIn, donc Horace Mountain Competition. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et merci à tous d'être venus.